Pourquoi les artistes s'habillent-ils différemment? Le vêtement en dit toujours long, qu'on le veuille ou non. N'en déplaise à ceux qui aimeraient y voir l'incarnation des excès de la société de consommation, le vêtement est avant tout un signe social et culturel, reflet non seulement d'une époque, mais aussi de la personnalité de qui le porte. Lisible en un clin d'œil, c'est parce qu'il est ce que l'on perçoit d'autrui en premier qu'il est un vecteur d'identité pareil à nul autre. On ne choisit jamais un vêtement au hasard, mais guidé consciemment ou inconsciemment par une multitude de paradigmes et de paramètres, comme le pull bleu du diable s'habille en Prada. Tu vois. Et si certains en subissent la pression, quand d'autres affectent de s'en moquer, il est une catégorie à laquelle il sert peut-être encore davantage de formes d'expression et d'affirmation de soi, et c'est celle des artistes. Que portaient véritablement les artistes pour peindre ou sculpter dans leurs ateliers? Eh bien, difficile de le savoir puisque jusqu'au 19e siècle, peu de traces nous sont restées. Ce que l'on connaît en revanche, c'est ce qu'ils mettaient lorsqu'ils voulaient nous laisser une impression d'eux-mêmes. Au XIVe siècle, l'apparition de l'autoportrait accompagne l'affranchissement des artistes d'une tradition séculaire qui les cloisonne dans le statut d'artisan. Désormais, ils veulent montrer qu'ils peignent avec leur tête avant de peindre avec leurs mains, un message que leur permet de véhiculer la représentation de soi où le vêtement ne va pas jouer un rôle innocent. Ainsi, quand Van Eyck se présente sur fond noir avec un volumineux turban rouge, c'est un statement, une forme de personal branding comme l'est le pompon de Dürer. En se vêtant élégamment, ils cherchent à affirmer leur statut d'érudit à l'égal des puissants qu'ils portraiturent habituellement. A l'inverse, d'autres choisissent d'asseoir leur légitimité en se transportant dans une autre temporalité que la leur grâce au costume. Drapés d'un épais manteau aux tombées classiques, on les reconnaît sous les traits de Saint Luc, le saint patron des artistes, tandis qu'à la fin du XVIIIe siècle, avec la fièvre de l'antique, c'est en s'enveloppant de néotoges et de robes tuniques que les artistes néo-classiques proclament leur filiation aux origines du beau. Pour les artistes femmes, que l'Académie persiste à vouloir écarter du chemin officiel, cette stratégie de l'image se teinte encore davantage de revendications. En soignant leur image, elles cherchent à montrer que leur carrière artistique est aussi sérieuse que celle de leurs confrères masculins. D'où ces autoportraits en grande pompe, comme ceux de Sophonisba Anguissola ou Artemisia Gentileschi, dans lesquels elles se représentent autant en personnalités influentes qu'en artistes au sommet de leur art, un habile message destiné aux commanditaires. En asseyant sa personnalité par le biais de l'autoportrait, l'artiste montre qu'il a les goûts et les moyens de se parer de beaux vêtements, mais aussi parce qu'il s'agit d'époustoufler, qu'il sait tellement bien les représenter qu'on croirait des vrais. Le prétexte parfait pour se couvrir d'étoffes aussi soyeuses que précieuses, peu importe si ce n'est absolument pas compatible avec la réalité salissante de l'atelier. Le portrait permet de laisser voir ce que l'on veut faire croire. Car dans ces règnes de l'ostentatoire que sont le XVIIe et le XVIIIe siècle, régis par la société de cour, le paraître a pris le pas sur l'être. Et les artistes n'ont plus aucun remords à se mettre en scène, que ce soit eux-mêmes ou leurs collègues, comme de véritables gravures de mode, avec un luxe de détail et de luxe tout court. Ainsi, les acquéreurs de ces portraits peuvent-ils à la fois posséder l'effigie de l'artiste et la démonstration éclatante de son talent. C'est un 2 en 1. Avec la splendeur de leur tenue, les peintres veulent être vus. Par les commanditaires qu'ils séduisent au panache en se montrant aussi cossus qu'eux, mais aussi par leur père. Bisque rage, je réussis mieux que toi, camarade. Alors certes, on ne croit pas une seconde que Catherine Duchemin se campe devant son chevalet en grande tenue d'apparat, ou que Louis-Claude Vassé malaxe la glaise avec des manches en taffetas. L'important, c'est que le vêtement somptuaire fasse figure de double carte de visite. Voici ce que je suis et voici ce que je sais faire. Jusqu'ici, les artistes, s'ils représentent dans la société une catégorie à part, restent dans le rang lorsqu'il s'agit du vêtement. Alors le look artiste, une invention? Eh bien non, c'est au milieu du XVIIIe siècle, alors que les Lumières vont proclamer le triomphe du libre arbitre, que l'expression de soi va se tailler doucement un chemin dans des conventions vestimentaires, jusque-là aussi rigides qu'un corps à baleine. Et c'est justement ce dernier que l'on va faire sauter lorsque l'anglomanie et le retour à la nature exalté par Rousseau vont faire troquer les robes à panier pour des tenues plus confortables. Habituellement portée dans le privé, porteuse d'un nouvel idéal tourné vers la simplicité, la sincérité, le sentiment. Que ce soit la chemise à la reine qui habille Vigée Lebrun comme un nuage, ou la chemise tout court dans laquelle se laissent surprendre d'autres artistes, ce renversement du dessous sur le dessus marque l'apparition d'une nouvelle attitude, celle du négligé. Péjoratif au départ, cet adjectif va se détacher de son sens premier pour accueillir celui qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire un je ne sais quoi de spontané, d'informel, de « Ah, bah vous me surprenez comme ça !» Pourtant, il ne s'agit pas moins, comme avec la robe de chambre, d'une solide stratégie de représentation par laquelle l'artiste montre qu'il est à ce point absorbé par la création qu'il ne peut se préoccuper d'enfiler un pantalon.
qu'il est une tête pensante peu encline à s'attacher aux choses matérielles, même si par sa pureté, sa propreté, le blanc du linge, tout comme le fait d'avoir le luxe de flâner en liquette, est un puissant indicateur de richesse. Peu importe, il s'agit, par cette mise en scène de l'intime, de se démarquer. Est-ce la naissance de l'excentricité? Peut-être. La Révolution française a changé bien des paramètres, dont l'habillement. Comme leurs propriétaires, les gilets brodés en soie et les culottes prennent eux aussi le chemin de la guillotine. Porte-drapeau de la bourgeoisie montante, le costume noir égalitaire est adopté en réaction aux fanfreluches de l'Ancien Régime et se généralise aux hommes de toutes les couches de la société. Dès lors, tout ce qui est lié au précieux, au joli, au futile, va être dévolu au féminin. Malgré les tentatives des romantiques de se distinguer des moldus par des accoutrements chamarrés, les réunions d'artistes masculins ne vont donc pas tarder à ressembler de loin à des bancs de pingouins. Résultat, un effet deux salles, deux ambiances quand on compare avec les portraits de leurs consoeurs. Corsetées, entravées par leur tenue, les femmes, qu'elles soient ou non artistes, sont les grandes perdantes de ce siècle misogyne. Et doivent rester des signes de loisir ostentatoires par laquelle cette même bourgeoisie indique qu'elle a les moyens d'entretenir leur oisiveté. Vous avez déjà essayé de peindre au corset, vous? Bof. Et c'est justement pour s'affranchir de cette incapacité de mouvement dans laquelle les enferme le vêtement que George Sand ou Rosa Bonheur, plus tard, vont oser transgresser la loi en s'affichant en pantalon. Traçant par là un chemin d'émancipation pour leur genre, dans lequel d'autres Amazones, comme Louise Abema ou Sarah Bernard, vont pouvoir s'engouffrer, faisant de l'emprunt au vestiaire masculin le fer de lance de leur androgynie. Permise par leur statut d'artiste, légèrement en marge, cette façon de se différencier va devenir une véritable carte de visite, affirmation de leur identité au sein de la société. Comment représenteriez-vous un ou une artiste? Les emojis ont tranché pour vous en affublant leur artiste d'un béret, d'un petit foulard et d'une marinière. C'est cliché oui, mais ça ne vient pas de nulle part. Contrairement à l'atelier aux Batignolles de Fantin-Latour, où tout le monde est en noir, si l'on prend son hommage à Delacroix, il y a un membre du groupe qui ne semble pas avoir eu le mémo du stylisme. Normal, c'est le peintre, et s'il est en blouse, c'est pour nous montrer qu'il travaille. Contrairement aux autres qui sont venus pour l'apéro, on ne juge pas. Tiens, ne serait-ce pas le retour du négligé ? Oui, mais cette fois, cela n'a plus rien à voir avec le décorum de l'intellectuel en peignoir molletonné, mais avec l'honnête labeur du monde ouvrier, dont la blouse est l'étendard au point de résumer cette catégorie sociale et auquel les artistes, qui sont maintenant issus de plus amples couches de la société, souhaitent s'identifier. Que ce soit sincère ou pour faire genre. Alors, retour à la case de l'artisan? Pas exactement. La blouse, qu'elle soit paysanne ou citadine, témoigne non seulement d'un engagement social, mais aussi de la réalité physique du métier. Montrer l'envers du décor pour faire aveu de sincérité. Car en changeant la tenue qu'il a sur la toile, l'artiste va, pour la première fois, se représenter tel qu'il est vraiment dans la réalité de son atelier. Ça sent la sueur et le doute, et on y croit tout de suite beaucoup plus. L'artiste donc est un travailleur comme les autres. Et d'ailleurs le fameux pantalon autorisé à Rosa Bonheur par permission de travestissement n'était en fait que sa tenue de travail, puisqu'elle continuait de favoriser les robes à la vie. Au XXe siècle, l'industrialisation triomphante impose un changement de garde-robe au monde ouvrier. Nouveau look pour une nouvelle vie, et pareil pour les artistes, qui s'approprient ces alliés de la vie moderne que sont désormais la salopette, le bleu de travail et la fameuse marinière. Un look que la romantisation extrême de l'école de Paris et sa vie de bohème par l'industrie du divertissement vont transformer en caricature grâce à la magie du Technicolor. Au point de devenir une tarte à la crème et un emoji, du coup. Après la Première Guerre, la multiplication des avant-gardes rebat toutes les cartes de la création. Tandis que l'œuvre s'émancipe du réel et sort de la toile, le vêtement lui aussi connaît sa transformation. Cette fois, il va servir directement de support à l'expression artistique. La peintre Sonia Delaunay transpose ses motifs simultanés sur les robes qu'elle vend dans sa boutique et devient la première artiste à être créatrice de mode, comme Yaoi Kusama plus tard. Les créations d'Émilie Flogueux traduisent les innovations de la sécession et inspirent les toiles de Klimt, tandis que Léonore Fini se part d'accoutrements extravagants qui font d'elle une œuvre d'art vivante en prolongation de ses toiles. Le vêtement d'artiste et l'excentricité théâtrale qui l'accompagne brouillent les frontières entre la vie et l'art et fait de la création une continuité totale qui habite tous les domaines. A l'inverse, depuis que Worth a fait entrer la mode dans l'ère de la haute couture, ce sont les couturiers qui lorgnent vers les artistes. Yves Saint Laurent le premier, que ce soit pour rendre hommage à l'histoire de l'art dans leur collection ou pour mettre leur talent au service d'artistes bien contemporains. Avec ses tenues dessinées par Marc Bohan, Niki de
Saint-Phal ne fait plus qu'une avec ses œuvres jusqu'à les revêtir, asseyant son identité créative qui devient une marque de fabrique, reconnaissable au premier coup d'œil. Un outil médiatique dans cette société du spectacle qui érige les artistes au rang de célébrités. Dans la continuité de Claude Cahun, c'est grâce aux 1001 tenues dans lesquelles ils se fondent comme des caméléons que les artistes transformistes Cindy Sherman ou Samuel Fosso explorent toutes les facettes de l'identité. Le vêtement ne sert pas qu'à habiller les artistes, il peut aussi les inspirer et se placer au centre du processus de création. Il y a les vêtements qui prolongent les œuvres d'art et les vêtements œuvres d'art tout court. Qu'il s'agisse de créations plastiques, à l'instar des habits électriques d'Atsuko Tanaka, textiles avec les extraordinaires gisants et les silhouettes tricotissées de Jeanne Viscérale, ou vivantes, comme lorsque Yoko Ono propose au public de découper sa robe, le vêtement œuvre existe en soi bien au-delà du corps de l'artiste. Qui a dit que les fringues sont futiles? Pas les artistes, c'est certain. Bien plus que de simples bouts de chiffon, les vêtements leur ont permis d'affirmer leur identité, d'exprimer leur créativité et d'inscrire dans la postérité l'image qu'ils voulaient nous laisser. Alors oui, on peut le dire, l'artiste fait le vêtement et le vêtement fait l'artiste.